le Coran d'une main, et le sabre de l'autre, les Arabes, à la voix des représentants du prophète, s'étaient élancés à la conquête du monde. Cependant, leurs premières expéditions furent plutôt des incursions que des invasions, ayant pour conséquence l'occupation définitive du pays. Ils ne furent préoccupés au début que de rapporter et mettre à l'abri le riche butin que leur procuraient les dépouilles des vaincus. En 640, Amr ibn al-As s'empara de l'Égypte, alors province romaine, et en fit nommer gouverneur. 6 ans après, son successeur, Abdallah ben Saad, frère utérin du calife, traversa à la tête d'une armée arabe, la Cyrénaïque et la Byzacène. Il se heurta dans les environs de l'antique Sufétula, aux cohortes romaines et à la cavalerie berbère du patrice Grégoire, accourue pour s'opposer au progrès des envahisseurs. Les Arabes furent vainqueurs, mais néanmoins, revinrent en Égypte 15 mois après. Ils n'en sortirent qu'en 665, c'est-à-dire après que Muawiyah eut fondé la dynastie des Omeyyades, et mis ainsi fin aux dissensions intestines qui agitaient le monde musulman. Cette deuxième expédition était dirigée par Muawiyah, qui atteignit la province romaine, et culbuta les quelques troupes byzantines, commandées par le patrice Nicéphore. La domination romaine en Afrique, si le vainqueur l'eût voulu, était dès ce moment anéantie. Il se contenta d'organiser le territoire conquis en province arabe. Oqba ibn Nafa en fut nommé gouverneur, et jeta à 8 jours du marche de Carthage, les fondations de Kairouan, nouvelle capitale de l'islamisme en Afrique. Les débris de la domination romaine, réduits à la possession de Carthage et de quelques villes du littoral, ne pouvaient être un obstacle à l'envahissement des Arabes. Mais la population autochtone, les Berbères, comme les appelèrent les nouveaux venus, ne purent voir d'un œil indifférent les signes précurseurs d'une occupation définitive. Jaloux de leur indépendance, ils organisent la défense. Dans cette lutte acharnée, Oqba succombe. Kairouan, prise d'assaut, devient le siège du gouvernement d'un prince berbère, Kousseïla, qui avait été l'âme de la défense. Comprenant que le gouvernement sans force des patrices romains ne pouvait plus être un danger pour les libertés et l'indépendance de son peuple, Kousseïla conclut une alliance avec Carthage, contre l'ennemi commun. L'expédition de 688, conduite par Zohéir ben Kaïs, commencée sous d'heureux auspices, se termina par un désastre. Zohéir, qui avait complètement défait les Berbères en une seule bataille, ne recevant pas de renfort, dut se résoudre à rentrer en Égypte. Il fut attaqué, battu et tué près de Barca par des troupes byzantines. Hassan ben Noumen, envoyé en toute hâte pour réparer cet échec, fut battu par les Berbères, qui s'étaient de nouveau soulevés à la nouvelle de la mort de Zohéir. Il dut rentrer dans la province de Barca, où il attendit jusqu'en 697, l'envoi des renforts nécessaires pour ouvrir une nouvelle campagne. Dès qu'ils lui furent parvenus, il s'avança dans l'ouest, s'empara définitivement de Carthage, qu'il ruina, ainsi que les autres villes romaines, à l'exception toutefois d'Hippone, qui conserva quelque temps sa garnison byzantine. De Carthage, Hassan se dirigea vers l'Aurès, centre de la résistance des Berbères, qui, vaincus encore une fois, durent momentanément courber la tête, sous le joug du vainqueur. De sourds tressaillements, des révoltes dans lesquelles des armées arabes sont détruites, viennent démontrer aux envahisseurs que l'esprit d'indépendance reste toujours vivace, au fond du cœur des indigènes. Pendant près de 3 siècles, nous voyons ces traces énergiques lutter avec rage contre l'étranger. Exaction des gouverneurs, établissement d'impôts nouveaux, l'introduction du nouveau schisme, des Kharidjites, dans lequel ils se jettent par esprit d'opposition, tout sert de prétexte aux Berbères pour essayer de secouer le joug des Arabes. Ils y réussirent en 909. Abou Abdallah chasse le dernier gouverneur arabe, et place sur le trône le prince berbère Obaïdallah, qui fonde la dynastie des Obaïdites, ou des Fatimides. Pendant ce long espace de temps, c'est-à-dire depuis la première apparition des Arabes en Afrique jusqu'au commencement du XIe siècle, l'histoire d'Hippone est plongée dans la nuit. Il n'en faut cependant pas conclure que la cité de Saint-Augustin a été complètement ruinée par les Arabes, ainsi qu'on l'a prétendu au moment de la ruine de Carthage, car nous voyons Ibn Aoukal, qui écrivait sa géographie vers 950, ne nous parlait que d'une seule ville, de Beaune. Certes, s'il se fût agi d'une ville de création récente, il n'eût pas manqué de le dire, et de signaler les ruines de l'ancienne. El-Bekri, qui décrit Beaune un siècle plus tard, signale la présence d'une ville qu'il appelle Madinet Seibous, la ville de la Seibous, au-dessous de la ville de Saint-Augustin. La ville de Bouna, dit-il, fondée à une époque très reculée, était la demeure d'Augustin,
grand docteur de la religion chrétienne. Elle est située près de la mer, sur une colline d'accès difficile, qui domine la ville de Seybous. Elle a porté le nom de Madinat Zawi, ville de Zawi. Elle est à 3000 de la ville neuve et renferme des mosquées, des bazars et un bain. Les environs sont très riches en fruits et en céréales. Il résulte de cette description qu'Hippone, en 1050, non seulement n'avait pas disparu, mais qu'elle conservait encore une certaine activité. Quant au nom de ville de Zawi, il est dû à la présence du prince Zawi ben Ziri, auquel elle fut donnée en apanage par Moez ben Badis, prince de la dynastie berbère ziride, qui, nous allons le voir, va remplacer la dynastie fatimide en Afrique. Beaune la Neuve, Bouna el Haditha, ajoute el-Bekri, fut entourée de murs un peu plus tard qu'en 1058. Elle possède près de la mer un puits taillé dans le roc, et nommé Biran-Netra, qui fournit à presque toute la population le dont elle a besoin. À l'occident de la ville est un ruisseau qui sert à l'arrosage des jardins et qui fait de cette localité un lieu de plaisance. Les Dougs, montagne qui domine Beaune, est souvent couverte de neige, le froid y est très intense, et chose extraordinaire, on y voit une mosquée sur laquelle la neige ne tombe jamais, bien que toute la montagne en soit couverte. Beaune jouit à la fois des avantages d'une ville de l'intérieur des terres, et d'une ville maritime. La viande, le lait, le poisson et le miel s'y trouvent en grande abondance. La viande de bœuf est celle dont on fait la plus grande consommation. Nous devons toutefois faire observer que les hommes blancs tombent malades dans cette ville, et que les noirs s'y portent très bien. On trouve dans les environs de Beaune, plusieurs peuplades berbères appartenant à diverses tribus, telles que les Masmouda et les Awarba. Cette ville est fréquentée par des négociants dont la plupart sont des Andalous. Le revenu que Beaune fournit à la caisse particulière du sultan, abstraction faite des sommes perçues pour le compte du trésor, s'élève à 20 000 dinars, 200 000 francs. De ce qu'Ibn Aoukal ne signale pas vers 950, la présence de deux villes sur ce point du littoral, et que 100 ans environ plus tard, el-Bekri les décrit d'une façon précise, on peut conclure que la ville actuelle de Beaune a été construite dès le commencement du XIe siècle. L'invasion arabe ilalienne, dont nous allons parler, en venant donner un nouvel essor à la jeune cité, porta un coup funeste à Hippone. Les bazars, maisons, bains dont parlait el-Bekri, construits eux-mêmes avec les débris de la ville romaine, furent démolis et les matériaux transportés dans la nouvelle ville servirent à son embellissement. Nous avons vu que les Arabes, en 909, avaient abandonné l'Afrique aux Berbères qui y avaient fondé la dynastie fatimide. Après une assez longue période de troubles et de dissensions intestines, El-Kaïm, prince berbère, alors au pouvoir, transporta le siège de son gouvernement en Égypte, et laissa à un prince ziride l'administration de la province d'Afrique. Les nouveaux gouverneurs ne tardèrent pas à se lasser des exigences des califes fatimides, et El-Mouez, trahissant ses anciens maîtres, se déclara vassal des Abbassides, dynastie régnante de Bagdad. Cet acte devait avoir de graves conséquences pour l'Afrique septentrionale. Le calife El-Mustamir, qui gouvernait alors en Égypte, furieux de la rébellion de son vassal, trouva l'occasion favorable pour débarrasser l'Égypte des tribus arabes de Souleym et de Hilal, dont la présence était une cause de trouble et d'embarras. Il lança cette horde avide et turbulente, qui ne comptait pas moins de 200 000 personnes, sur les riches provinces d'Afrique. La domination berbère disparut après avoir essayé de lutter, dans ce tourbillon. Les Arabes, de nouveaux maîtres de l'Afrique et de ses villes maritimes, ne tardèrent pas à aller porter la ruine et la désolation, sur les rives du midi de l'Europe. C'est de Beaune, dit el-Bekri dans sa description de l'Afrique, que partent souvent des galères pour faire la course contre les pays chrétiens. Les nations marchandes qui avaient le plus à souffrir de la piraterie, se réunirent, et en 1034, une flotte composée de navires pisans, génois et provençaux, vinrent attaquer Beaune, qui était le repère d'où s'élançaient tous les forbans. Ils s'en emparèrent après une courte résistance, car elle n'était pas encore entourée de murs. Les commerçants de Barcelone s'empressèrent de renouer des relations, momentanément interrompues. Bien qu'elle fût au pouvoir des Arabes, Beaune n'en avait pas moins conservé un fonds de population chrétienne d'une certaine importance, puisqu'en 1076, le pape Grégoire VII, dans une lettre adressée au clergé et aux habitants de Beaune, annonçait qu'il avait consacré sur leur demande comme évêque de cette ville, le prêtre servant. Il leur recommandait la vénération pour leurs prélats, et la pratique de la religion, afin d'en imposer le respect aux Arabes, au milieu desquels ils vivaient. Grégoire VII écrivait en même temps à Nasser, roi de la Mauritanie,
pour lui annoncer cette nomination et le remercier de ses bons procédés à l'égard des chrétiens de ces États. Quelques années après, Roger II, roi de Sicile, ayant eu à se plaindre des procédés du roi de Tunis, rompit le traité de paix qui existait entre eux depuis 5 ans et envoya une flotte sous les ordres de Philippe Nomédia, un arabe renégat, sur les côtes d'Afrique. L'expédition arriva devant Beaune, qui dut accueillir le vainqueur sans résistance. Elle reçut un gouverneur et une garnison au nom du roi de Sicile. Les Normands étaient donc établis en Afrique. Leur autorité fut douce et juste, et se serait maintenue très longtemps si, en 1159, Abdelmoumen, roi du Maroc, n'avait eu l'ambition de soumettre toute l'Afrique. Il y réussit, et les Normands durent abandonner leur conquête. Pour mettre Beaune à l'abri d'une nouvelle tentative des Européens, il la fit entourer de remparts. Bien qu'il fût peu favorable aux chrétiens, Abdelmoumen, prince intelligent, avait compris que les relations commerciales de l'Europe avec ces États étaient une source de richesse pour ses sujets, et de profit pour son trésor. Dès 1155, alors que Beaune était encore au pouvoir de Roger, il avait accordé des privilèges de pêche et de négoce à des commerçants génois. Ces privilèges furent maintenus et développés par le traité de 1160, qui ouvrait tous les ports du royaume almohade, c'est-à-dire l'Afrique septentrionale, à l'importation des produits génois, moyennant un droit d'entrée de 800. De son vivant, Abdelmoumen favorisa ces derniers au détriment des autres villes maritimes de la Méditerranée. Mais à sa mort, les Pisans conclurent un traité analogue à celui des Génois avec le fils d'Abdelmoumen en 1166. En 1180, ce fut le tour des Siciliens. Enfin, à partir du commencement du XIIIe siècle, les traités se succèdent avec toutes les nations riveraines de la Méditerranée, et leurs pavillons flottent librement dans tous les ports des États musulmans, en Afrique. Nous allons citer quelques-unes des principales conventions qui ouvrirent le port de Beaune au commerce européen. Le 11 août 1264, Pise renouvelé pour 20 ans, son premier traité avec le roi de Tunis, Abou Abdallah. Il y était dit à l'article 20, du fondouk de Beaune. Il y aura également à Beaune un fondouk dans lequel ne devront être reçus ou hébergés, que les personnes que vous voudrez recevoir. 21. Des usages semblables à ceux de Tunis. On observera et on respectera à Beaune les usages en vigueur à Tunis. Les relations des Marseillais avec l'Afrique remontent à 1138, mais le premier traité régulier fut conclu le 21 novembre 1270, pour une durée de 15 ans, entre Philippe III, roi de France, d'une part, et Abou Abdallah el-Moustamir, roi de Tunis, de l'autre. Les sujets des deux États, y était-il dit, devaient recevoir réciproquement et des protections. Néanmoins, nos navires ne semblent point avoir profité de la liberté qui leur était accordée, de venir commercer sur les côtes d'Afrique. Ce ne fut que plus tard, vers 1400, que les relations devinrent régulières. Le 14 septembre 1313, une nouvelle convention est signée entre Pise et Abou Yahya Zakaria, roi de Tunis. Nous ne reproduisons que l'article qui concerne Beaune. 20. Il y aura également à Beaune, que Dieu la garde, un fondouk qui leur sera particulièrement affecté. Les Pisans et dans lequel ne devra être reçu aucun autre chrétien. Les habitudes en usage à Tunis devront également être en vigueur, comme à Gabès, Sfax et Tripoli. En 1366, Abou Abbas, ex-gouverneur de Constantine, s'était emparé de Bougie et y avait fondé un royaume. Il donna la ville de Beaune à son neveu, Abou Abdallah Mohamed, avec le titre de vice-roi. Nous avons vu que les Catalans avaient eu, depuis 1100, de nombreuses relations avec les rois de Tunis, et gouverneurs de Beaune. Leur dernier traité signé le 1er mai 1323, n'avait pas été renouvelé, mais ils n'en continuaient pas moins à venir pêcher et faire du commerce sur les côtes africaines. Nous retrouvons, en effet, une lettre du 8 janvier 1639, adressée au roi de Tunis, dans laquelle les magistrats municipaux de Barcelone, en le remerciant des ordres qu'il a donnés dans l'intérêt d'un patron de Barcelone, échoué près de Beaune, lui signale les vexations et les dommages que les naufragés ont eu à subir, nonobstant ses instructions du caïd de Beaune, et lui demande justice. Un autre document nous apprend qu'en 1446 le droit de pêche était affermé à un Catalan sur toutes les côtes de la Tunisie, à l'ouest, jusqu'à Bougie. Ce document est une lettre des conseillers Prud'homme de Cagliari, priant les magistrats municipaux de Barcelone de vouloir inviter leurs compatriotes fermiers de la pêche, de ne pas exiger des pêcheurs sardes le tiers du corail récolté, mais seulement le 10e. Nous avons vu plus haut qu'il était question, dans presque tous les traités, de fondouk ou habitation spéciale,
destiné aux commerçants des différents États, en relation avec l'Afrique. Beaune en possédait quelques-uns. Il n'est donc pas inutile de dire quelques mots de cette institution. Le fundouk était un groupe d'habitations renfermant les gens de même nationalité. Les différents fundouks, séparés entre eux par une simple muraille de pierre sèche, constituaient un quartier spécial de la ville arabe, ayant sa police particulière, sa juridiction spéciale, ses coutumes et surtout son inviolabilité. Chaque fundouk était placé sous la haute surveillance du consul de sa nation, qui devait y résider ou tout au moins y avoir un délégué. Un four commun était affecté au service des habitants, et lorsqu'il n'existait pas d'établissement de bain, il était stipulé dans les conventions, qu'un bain de la ville serait mis une fois par semaine à la disposition des habitants. Toutes les fois qu'un traité accordait l'autorisation d'établir un fundouk dans une ville arabe, il était suivi d'une clause autorisant la construction d'une chapelle, pour la célébration du culte chrétien, et la création d'un cimetière spécial. Telles étaient à grands traits les conditions d'existence des Européens, qui venaient se fixer, soit dans le royaume de Tunis, soit dans celui de Bougie, ou du Maroc. Malgré tous les traités et les garanties, dont cherchaient à s'entourer les commerçants des différents États européens, le brigandage maritime n'en avait pas moins pris, surtout vers le milieu du XVe siècle, une assez grande extension. On doit attribuer cet amour de pillage, qui pendant de longues années, paralysa la navigation de la Méditerranée à la décadence générale de la civilisation arabe et à l'établissement des Turcs en Europe. Néanmoins, comme nous l'avons dit plus haut, malgré le danger qu'il y avait à venir commercer sur les côtes d'Afrique, les relations ne furent pas complètement interrompues. Parmi les nations qui venaient échanger leurs produits dans les ports des royaumes de Tunis et du Maghreb, les Français avaient toujours occupé le dernier rang. Louis XI fut le premier roi de France qui voulut donner au commerce national un plus grand essor. Lorsque la mort de Charles III d'Anjou lui eut donné la Provence, il écrivit au roi de Beaune, Abdallah Mohamed Messaoud, fils d'Abou Omar Othman, roi de Tunis, pour lui annoncer cet événement. Cette lettre datée de Tours, 1482, était rédigée en ces termes. À l'époque où Louis XI, dans l'intérêt de la Provence, essayait de nouer des relations avec les princes arabes, l'Afrique se débattait dans une profonde anarchie. La dynastie hafside, qui régnait depuis le XIIIe siècle en Tunisie, et étendait son autorité sur les royaumes tributaires de Beaune, Bougie et Constantine, se défendait avec peine contre les attaques des Berbères, qui n'avaient jamais perdu l'espoir de reconquérir leur indépendance première. Les Espagnols, profitant de ces embarras intérieurs, s'emparent de Bougie, installent une garnison dans le penon d'Alger, et s'établissent ainsi sur la côte d'Afrique. Enfin les deux redoutables corsaires, dont le nom seul est devenu un objet d'épouvante pour les navigateurs, Baba Rouge, et Kheireddin font de Djidjeli le centre de leur champ de rapine et de vol. Leur ambition s'augmentant de leur succès, ils voulurent bientôt établir, sur des bases plus larges, leur système d'exploitation par la terreur. Ils rêvèrent la domination de l'Afrique septentrionale et nous allons voir qu'ils réalisèrent complètement cet audacieux projet.